Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous entamons le deuxième chapitre de la courte biographie du Rabbi de Lubavitch. Nous découvrirons aujourd'hui l'histoire de son mariage, de l'enfer carcéral bolchevique, ainsi de la manière dont il a été sauvé du nazisme et de son arrivée à Paris. Au moment où il rencontre le Rabbi de Lubavitch de l'époque, Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, en 1923 à Rostov, Rabbi Menachem Mendel est quasiment inconnu de la communauté chassidique. Elle est même un peu surprise par ce jeune homme de 20 ans, impeccablement habillé et aux manières raffinées, assez peu rencontré dans ce genre de cercle, d'autant plus que l'on saura très vite que le jeune homme est destiné à épouser la dernière des filles du Rabbi, Chaya Mushka. Le Rabbi Yosef Yitzhak rassure ses disciples en affirmant que ce jeune homme, un peu suspect certes, connaît mot à mot les deux Talmuds, celui de Babylone et de Jérusalem, ainsi que tous les grands décisionnaires. Il ajoute que les larmes que ce jeune prodige verse lors du Tikkun Chatzot, vous savez, ces lamentations que les tzadikim, les très pieux, récitent quotidiennement à minuit, ces larmes sont indescriptibles. En 1927, l'enfer carcéral du bolchevisme commence à broyer les institutions religieuses. Et Rabbi Yosef Yitzhak, qui continue envers et contre tout à enseigner la Torah et ses préceptes, est malheureusement arrêté. La sentence de mort prononcée contre lui est miraculeusement transformée en exil. Durant l'été suivant, il doit quitter la patrie du chassidisme pour la ville de Riga, 6 ans durant. Il emmène sa famille, ses proches disciples et son futur gendre, Rabbi Menachem Mendel, qui à ce moment-là fait un ultime adieu à ses parents. Le 27 novembre 1928 à Varsovie, Rabbi Menachem Mendel épouse la fille de Rabbi Yosef Yitzhak, la rabbinite Chaya Mushka. Lors de ce mariage, la capitale polonaise, lieu incontournable du judaïsme d'Europe centrale, connaîtra une de ses dernières effervescences, avant l'épouvante de la Shoah. Des sommités rabbiniques eurent alors l'occasion de mesurer la grandeur intellectuelle de cet homme qui était apparu avec des gants blancs sous la roupa. Le nouveau couple part ensuite s'installer à Berlin, où le futur rabbi, après avoir passé son bac haut la main et en un temps record, fréquentera l'université. Et un grand nombre d'intellectuels d'ailleurs, d'intellectuels juifs. Il se souviendra par la suite y avoir rencontré Albert Einstein, jouer du violon. En 1933, la montée du pouvoir du nazisme les fait quitter Berlin pour Paris. Là, il fréquentera la Sorbonne et d'autres établissements de l'enseignement supérieur, tout en réconfortant l'esprit de nombreux réfugiés dans la tourmente. La nuit, il sillonne les rues avec plusieurs billets de $100 qu'il prête à plusieurs familles, n'ayant pas d'endroit où dormir, car les hôtels n'acceptaient que les clients possédant la caution d'un billet de $100. Il donne aussi un cours quotidien à la synagogue du 17 rue des Rosiers. De son séjour dans la capitale française, le rabbi gardera toute sa vie un attachement particulier au judaïsme français, au point même que lors d'un mémorable Simchat Torah en 1974 à New York, auquel assistaient quelques 500 Français, devant une communauté médusée, il fit danser les Français sur l'air de la Marseillaise, qu'il entonna sur les paroles d'un cantique à la gloire de Dieu, Ha'aderet va'eimuna lechai olamim, récité le Shabbat et les fêtes à la synagogue. Il quitte la France pour la zone libre en 1941. Son périple le conduit à Vichy, puis à Nice. Certains témoignages attestent qu'il eut des liens avec la résistance locale et qu'il emmènera même des jeunes en montagne la nuit pour confectionner des matzot à l'approche de Pessah. Entre-temps, en Russie, son père exaspère les bolcheviks en refusant de jouer leur jeu. Une nuit précédant la fête de Pessah en 1939, le NKVD fait irruption chez son père et l'emmène. Après avoir transité de prison en prison, il est envoyé en exil dans un marécage du Kazakhstan où il quittera ce monde le 9 août, le 20 av 1944, dans une pitoyable déchéance physique. C'est là-bas qu'avec de l'encre confectionnée par son épouse, qu'il écrira ses commentaires kabbalistiques du Zohar sur les marges des quelques livres qu'il avait pu emporter. Son fils, le rabbi, les publiera par la suite et les commentera abondamment. Eh bien, ça sera tout pour aujourd'hui, mes chers amis. Pour les prochains cours, nous découvrirons son arrivée aux États-Unis ainsi que son leadership. À bientôt!